Des questions. Oh, il y en a plein. Alors, d'abord, Brigitte, qui m'avait averti qu'elle voulait poser une question. Ensuite, Jean-Louis Etienne, Brigitte Lozrec. Et puis après, relevez le bras pour que je vous repère. Oui. Alors, j'ai 2 questions. Une pour Laurence de la Ferrière et une pour le navigateur des ciels. Alors, je voulais vous demander, Laurence de la Ferrière, vous êtes arrivée, et vous avez vu Vostok, toute cette partie-là. Mais d'où êtes-vous partie ? Oui, alors, donc, j'ai fait 2 expéditions. Oui. La première a consisté de partir en face de l'Amérique du Sud, au pied de la péninsule, et de remonter jusqu'au pôle Sud. La deuxième expédition a consisté de repartir de mon point d'arrivée, donc du pôle Sud, et d'aller tout à fait à l'opposé, en face de la Tasmanie, en passant par la base franco-italienne de Concordia. D'accord. Voilà On se l'itinéraire. procurera une carte après. Oui, ça sera plus facile. Mais disons, ça fait une traversée intégrale de l'Antarctique, pratiquement dans sa plus grande largeur. Ah oui, c'est pour ça. C'était ma question, c'était mon idée, c'était de me dire est-ce qu'elle est partie un petit peu plus près, supposons McMurdo ou Wessel. Mais si c'est sur la terre de Graham, c'est ça ? Si c'est, pardon ? Vous étiez sur la péninsule qui va vers le... Au pied de la péninsule, voilà. En face de l'Amérique du Sud. En fait, j'ai atterri au pied de la péninsule. D'accord. Je suis partie de Punta Arenas. Donc, c'est toute la plus grande largeur possible. C'est la plus grande largeur possible, pratiquement, si on enlève la péninsule. Mais la péninsule, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc, si on parle vraiment du cœur du continent antarctique, c'est oui, effectivement. D'accord. Oui. Bon, merci. Et puis, alors, hier, on a, dans votre film, on a vu donc deux parties qui se rejoignent pour s'ajuster. Alors, évidemment, moi, je suis paysanne. Je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui disait un peu plus à gauche, etc. Comment ça se passe, que ce soit au millimètre ? Alors, comme le disait Francis, les lois de la mécanique céleste sont très prédictives. Il y a tellement peu de perturbations qu'on sait prédire très longtemps à l'avance exactement les trajectoires, où sera tel vaisseau à tel moment. Donc quand on a une mission spatiale de rendez-vous, par exemple rendez-vous avec la station Mir qui est déjà en orbite, rendez-vous avec le télescope spatial qui est déjà en orbite, la première règle c'est qu'il faut attendre que le pas de tir, qui est en Floride dans mon cas, qui est fixé à la Terre, il faut attendre que la rotation de la Terre amène le pas de tir dans le plan orbital du vaisseau qui est en orbite. Si on le manque, il faut attendre un tour. Donc une fois, c'est pour ça que la fenêtre de tir, ce qu'on appelle la fenêtre de tir, est très étroite. Si on ne lance pas la seconde ou la minute près à ce moment-là, on a un tout petit peu de marge pour corriger. Donc une fois que la Terre, on est dans la fenêtre de tir, on lance, il suffit de calculer, et les calculs, les équations sont très simples, la quantité de vitesse à donner pour monter à l'altitude et se trouver en patrouille serrée à 28 000 km/h. Mais par chance, tenir une patrouille serrée en avion de chasse à Mach 0,8 ou Mach 0,9, c'est-à-dire proche de la vitesse du son, c'est pas facile parce que l'air il change en permanence quand on vole en avion. Et donc vous regardez le manche d'un pilote qui tient une patrouille serrée d'un leader, le manche il bouge comme ça. Nous, on donne juste une impulsion dans la bonne direction, dans la bonne quantité, qui a été bien calculée à l'avance, et pouf, une demi-orbite plus loin, on se trouve exactement à la distance qu'on voulait à côté. Bien sûr, une fois qu'on est à 100 ou 200 mètres, on reprend en manuel. Là, c'est à vue, et c'est des toutes petites pichenettes qui nous permettent tout doucement de nous rapprocher. Mais c'est vrai qu'il faut imaginer, les deux vaisseaux volent à 28 000 km/h, mais le déplacement relatif est très prédictif par les lois de la physique, les lois de la mécanique céleste. D'accord. Et puis, une question de poésie, si c'est poésie. Entendez-vous les sons de l'extérieur ? Y a-t-il des sons ? Y a-t-il des... Alors, l'espace ? Le son a besoin de matière pour se propager, donc soit le béton ou l'eau ou l'air. Ouais. Donc, dans le vide même, le son ne se propage pas. D'accord. Mais si un objet percute, un météorite percute, c'est arrivé dans Mir et une fois dans l'ISS, si un météorite percute la paroi extérieure, ça fait un bruit très sourd qui résonne à l'intérieur. Parce que comme l'environnement est fermé, ça fait une sorte de caisse de résonance avec un bruit bizarre, d'ailleurs qui est bien reproduit dans le film Gravity. Maintenant, deux astronautes qui sont à l'extérieur, même s'ils sont à 10 cm l'un de l'autre, si l'un crie très très fort, la radio coupée, l'autre n'entendra rien.
Par contre, s'il met son masque, son casque en contact, sa visière, en contact avec la visière de l'autre, le son qui se propage dans l'air qu'il y a dans son scaphandre et fait vibrer la visière de l'un, transmet la vibration à la visière de l'autre. Et ça marche très bien. C'est comme quand on était gamin et qu'on se parlait avec les pots de yaourt et les fils tendus. Merci. Merci. À Anne Ponce. Oui. Madame James Cook. Ma question a pris un coup de vieux, d'ailleurs, comme James Cook aujourd'hui, avec les derniers intervenants. Non, je voulais juste dire que quand même les rois Louis XVI et Georges III ont vraiment dépensé un argent fou pour leurs explorateurs. Quitte Louis XVI a mis les finances de la France complètement à sec avec l'expédition La Pérouse. Et que d'autre part, pour le recrutement dont vous parliez, en disant que le projet correspondait avec un homme providentiel, ça ne s'est pas passé comme ça pour Cook du tout, parce que on n'aurait pas donné un sou, on n'aurait pas parié un sou sur les résultats de Cook. Et d'ailleurs, on se battait. Il y avait ce Dalrymple, je ne sais pas comment on prononce exactement, qui voulait partir. Et c'est l'amirauté qui a décidé que non, il avait déjà une exploration désastreuse derrière lui. Et on a pris Cook qu'on connaissait très peu quand même. Voilà, c'est tout, mais c'est vraiment... Non, mais vous avez 100% raison. Et effectivement, comme je dis, c'est à la marge. C'est arrivé régulièrement dans l'histoire que des personnes, par des volontés d'État ou royales, soient imposées explorateurs. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'ensemble des personnes qu'on considère aujourd'hui explorateurs, puis quand on regarde l'histoire, c'est effectivement à la marge. Par contre, et ça a été très bien dit d'ailleurs tout à l'heure aussi par Francis, c'est vrai que d'une volonté aussi ou d'un moment d'envie d'une personne, qui va réussir à générer que l'État s'engage, alors oui, les États, derrière, vont effectivement dépenser des sommes qui ont ruiné plusieurs pays. Ça, on est complètement d'accord. Jean-Louis Etienne. Oui, je voulais... tous les vols qu'a présenté Jean-François, on a envie bien sûr d'être dedans. Il y en a un qui me semble le plus abordable, c'est le ballon. Cet immense ballon, on a tous envie, c'est un balcon formidable sur la Terre, ce balcon qui montera à 35 km, je dis un balcon habité. Il me semble qu'avec l'hélium, ça va être difficile d'en faire beaucoup. Effectivement, ça reste un gaz qui est extrêmement cher. Et pensez-vous pas qu'il faudrait revenir à l'hélium avec toutes les précautions qu'il faut, mais pendant longtemps, les dirigeables ont volé à l'hélium. À l'hydrogène, pardon. Oui. Oui, l'hydrogène, oui. Dans l'hydrogène, pour le vol habité, aujourd'hui, c'est hors de question pour toutes les autorités de la réglementation. Ils ne laisseront jamais décoller un ballon hydrogène transportant des humains. Moi, j'ai traversé l'Allemagne il n'y a pas très longtemps, en ballon à hydrogène. Peut-être juste pour Jean-Louis t'expliquer qu'avec notre projet, on est bien sûr en discussion avec la DGAS, donc c'est en Suisse. Et donc, on leur a expliqué notre projet. Je pense que pendant 5 minutes, ils étaient tous blancs. Il n'y a pas eu un son, parce que pour eux, déjà, on est dans une altitude où c'est qu'il n'y a même pas d'espace aérien. Donc, soit il y a l'espace 100 km, soit c'est le niveau 600, donc niveau à peu près 20 km d'altitude. Et au jour d'aujourd'hui, Jean-Louis, malheureusement, le monde d'aujourd'hui, c'est risque zéro. Plus personne ne veut prendre de responsabilité. Et la sécurité, c'est extrêmement compliqué. Ce qui nous pousse d'ailleurs, certaines entreprises qui veulent faire du privé, à aller dans des pays comme le Maroc ou d'autres pays où c'est qu'en fait c'est vous qui faites la certification puis mettre un tampon dessus parce que c'est des pays qui n'ont pas la même vision de la sécurité. Mais dans la Gordon Bennett, qui est une course en ballon, ce sont des ballons à l'hydrogène. Moi, j'ai décollé il n'y a pas très longtemps de Stuttgart en ballon à hydrogène. En Allemagne, c'est pas du commercial. C'est pas du commercial. Il y a une grande différence entre un prototype, on peut faire quasiment ce qu'on veut. C'est de l'expérimental, on peut prendre quelques passagers qu'on met dans un club, on peut combiner quelque chose comme ça, et des certifications commerciales qui sont très très complexes aujourd'hui. Mais c'est vrai que ton avion, c'est un très bon concurrent pour l'équivalent du ballon. Au lieu de monter en ballon, on monte à l'énergie solaire en planant et en pouvant rester très haut. C'est à peine quelques kilomètres plus bas que le ballon, mais la vue sera pas mal. Tu m'as pas l'air très très lourd, Jean-Louis, donc peut-être tu pourras venir voler avec nous. Et moi, je suis léger aussi. Je vais mettre au régime. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose que je n'ai pas spécifié, qui sera tout nouveau pour les explorateurs, entre guillemets, qui iront vers Mars. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des humains ne verront plus la Terre. Soit ils regarderont en direction du Soleil, il y aura le Soleil éblouissant et le reste sera noir d'encre jusqu'à l'infini,
soit ils regarderont de l'autre côté, et si toutes les lumières sont éteintes dans leur cockpit, ils verront un ciel un peu similaire à celui qu'on voit depuis la Patagonie ou de l'Atacama, c'est-à-dire un ciel coloré, couvert d'étoiles colorées, ne scintillant pas parce qu'on est très haut, et qui donnera l'impression de ne pas être seul. Mais ne plus voir la Terre, ne plus pouvoir converser avec la Terre, alors ça, dans certains cas, vous l'avez vécu parce que vous n'avez pas les communications forcément à 100%, si vous êtes par exemple dans des grottes. Mais la troisième chose qui est toute nouvelle aussi dans le cadre du vol spatial, c'est que jusqu'à aujourd'hui, dans tous les vols spatiaux, quel que soit l'équipage qui a volé en orbite, a toujours pu décider à tout moment de rentrer sur Terre quand il le voulait. Et en quelques heures depuis l'orbite basse de la Station spatiale internationale actuelle, ou 2-3 jours depuis la Lune, ils sont sur Terre. Mais une fois qu'on aura pris la vitesse de transfert vers Mars, dont parlait Francis, cette vitesse beaucoup plus élevée que les 8 km par seconde, c'est plutôt de l'ordre de 12 km par seconde, 12 ou 12 km par seconde, eh bien, vous êtes parti pour des mois et des mois. Donc, envisager de revenir sur Terre parce qu'il y a une urgence dans le vaisseau, c'est fini. Et ça, ce sera vraiment tout nouveau. Dans l'histoire de l'exploration spatiale... Et ça, c'est extraordinaire, parce que là, on est dans l'exploration à l'état pur. Hier, on était encore avec Étienne Coquelin, qui est le responsable chercheur, professeur du laboratoire de sciences cognitives de l'École normale supérieure, avec qui on travaille et on prépare une expédition ensemble. Et on a bien identifié cette notion-là, qu'à ce jour, nous n'avons aucune idée et aucune étude n'a jamais été réellement faite et publiée sur cette notion-là, de perdre totalement la capacité d'arrêter. Même, effectivement, nous, quand on part en expédition, on ne peut pas vraiment arrêter. Mais enfin, il y a intellectuellement, dans notre petite tête, on se dit toujours qu'il y a quand même une possibilité que si vraiment on pourra venir nous aider, parce qu'on reste accroché à notre Terre et à un système humain. Et ça, c'est passionnant. C'est un peu ce qu'on va essayer de simuler l'année prochaine dans une grosse expédition, d'ailleurs. Il faudra qu'on en reparle. C'est pour ça que la sélection sera difficile, parce que comme on ne connaît pas exactement le problème, on ne connaît pas les critères qui permettent de sélectionner les personnes les plus aptes mentalement, spirituellement, intellectuellement, physiquement, à faire face à cette nouveauté. Ouais. Nous, on a fait une grosse mission l'année dernière qui a vraiment prouvé cette différence-là, parce que entre cette capacité bouton, elle est fondamentale. La structure mentale, donc au niveau structurel, pas simplement psychologique ou intellectuel, se modifie. On modifie dans le lobe préfrontal du cortex direct, donc un endroit très précis où on prend les décisions, entre autres. On modifie la quantité de neurones rien qu'en mettant des gens pendant un mois dans une situation où à tout moment ils peuvent arrêter l'expérience, et des personnes où, a priori, durant ce même mois, ils ne peuvent pas arrêter l'expérience. En réalité, on sait bien qu'en science, on peut toujours arrêter l'expérience parce que c'est une demande éthique, mais n'empêche qu'ils sont dans cet état psychologique. On modifie la structure du cerveau en un mois. Alors imaginons effectivement tout ce qui va se passer durant ces temps-là. Ce que dit Orban. Oui. Non, mais c'est quand même une question pour vous, mais c'est le problème qui va se poser, c'est le retour. Comment rentrer ? Je veux dire, quand je sais ce que j'ai vécu en rentrant de mon expédition et la difficulté de rentrer dans des repères, dans la société, dans le contact avec les autres, avec un langage qui soit compréhensible des deux côtés, je me dis qu'après 6 mois dans l'espace, qu'est-ce qui va se passer ? Micro. Ceux qui sont dans la station spatiale donc sont en communication continue avec leurs pairs. Par contre, je pense que ceux qui ont vécu des hivernages en Antarctique ont vécu des isolements et des sensations d'être détachés qui n'ont pas facilité leur retour dans la société. Hein. Mais c'est vrai que ceux qui partiront vers Mars, il faudra qu'ils se disent que le vaisseau est devenu leur nouvelle planète. Et là-bas, sur cette belle planète colorée qui est en train de diminuer de taille à l'horizon, tant qu'ils la voient, eh bien, c'est un lieu où ma famille est en vacances en ce moment et j'y retournerai dans 2 ans et demi. Mais je pense que la grande force de l'individu, c'est d'être capable justement de se faire un cocon, quelle que soit la situation dans laquelle, et aussi hostile soit l'environnement. Et ça, je crois qu'on en est capable. Raphaël. Par contre, j'aimerais juste dire une chose, c'est que cette sensation de ne plus voir la Terre, c'est incroyable. Ça n'a jamais été vécu par quelqu'un d'autre auparavant. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne pourra plus jamais vivre, c'est d'être dans un terrain incognita. Ce ne sera plus jamais notre... Aujourd'hui, même si on va sur Mars, on connaît déjà Mars, on a déjà été, on sait exactement où on se trouve. Et ça, je trouve un petit peu dommage parce que ce ne sera plus jamais possible, a priori, d'être une fois dans un endroit où on ne sait pas où on est. Sur la face cachée de la Lune, on saurait vraiment où on se trouve, Francis, sur la face cachée de la Lune ?
comme les abysses, je dirais. On est allé explorer quelques petits points, mais sur Mars, on s'est posé à 6 endroits et on a très peu bougé. Donc finalement, il y a énormément d'endroits qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai qu'on a cartographié. Oui, on a cartographié. La face cachée de la Lune, elle est cartographiée aussi. Mais c'est à une échelle qui n'est pas l'échelle du paysage que l'on a à l'échelle humaine. Surtout sur la Lune. Sur Mars, c'est différent. On peut demander dans la salle combien de personnes partiraient vers Mars. Allez, on y va tous. Allez, venez avec nous. Alors, et qui irait sur la Lune? Ah oui, là je vois. Non, une semaine sur la Lune, c'est sympathique. Hein. On est plus sur la Lune que sur Mars. Y a-t-il des questions encore? Oui, il y a plein de questions. Monsieur au 3e rang. C'est une question à vous deux, je pense. Vous avez parlé tout à l'heure des raisons qui feraient qu'on ferait un énorme bond en avant de technologie ou d'investissement dans la technologie pour aller plus loin, etc. Et vous avez dit quelles sont les raisons aujourd'hui, et finalement, quand vous faites le tour de vos raisons, on n'a pas encore trouvé. Vous avez parlé de sécurité nationale, et il y a des films d'anticipation qui montrent une trajectoire de conflit d'un astéroïde avec la Terre. Ça serait une vraie raison d'aller se mettre en sécurité quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, on nous dit tout? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de prédire, mettons, 10 ans à l'avance, qu'un astéroïde de taille suffisamment importante et dangereuse va avoir une trajectoire de conflit avec la Terre qui permet de prévoir un programme spécial et de mettre les énergies de tout le monde pour aller se mettre à l'abri? Alors, d'abord, est-ce qu'on nous dit tout? Dans ce domaine, je crois oui. Je crois que tout ce qu'on sait, on vous le dit. Il n'y a pas tellement de secrets dans l'espace. Il y a du secret dans la technologie, mais pas dans les astéroïdes et autre chose. Dans les astéroïdes en question, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un astéroïde de 2 km produit un effet, je ne dis pas que tout le monde meurt, mais enfin l'effet est global. Toute la Terre va être concernée. Donc 2 km, c'est pas beaucoup. Hein. Et aujourd'hui, le Congrès américain s'en est soucié, pour nous d'ailleurs, petite remarque, hein, ils font le job encore pour nous les Français. Ils ont demandé à la NASA de cartographier tous les astéroïdes supérieurs à 1 km. Et la courbe plafonne. Donc on a 98% des astéroïdes identifiés, catalogués, aucun ne nous menace. C'est déjà une partie de la réponse. Après, c'est vrai que quand on descend à des astéroïdes plus petits, 300 mètres, 100 mètres, ça vous détruit, Saint-Tropez jusqu'à toute la baie est complètement rayée de la carte. Donc ça vaut la peine de continuer. Et là, le Congrès américain a redemandé à ce que les objets plus petits soient cartographiés. Et il y a beaucoup d'argent qui est investi. Hein. Je crois que c'est 20, 30, 40 millions de dollars par an. C'est énorme. Et la courbe ne plafonne pas du tout. Donc ça monte. Ils en découvrent tous les jours. Et aucun ne nous menace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objet. La NASA communique énormément sur le sujet. Dès qu'il y en a un qui a une probabilité de 1 sur 40 000, elle fait une annonce, ça fait le buzz partout. Et après, elle dit, on a affiné les calculs, c'est 1 sur 2 millions, alors on oublie. En termes de probabilité d'impact. Et donc oui, il n'y a pas de... Voilà, on ne cache pas ces choses-là. Maintenant, oui, ça peut nous tomber dessus. Le problème, c'est que si l'objet est gros, vous mettiez la barre à 10 ans. Oui, avec un objet gros, on peut imaginer un délai de 10 ans, maximum. Un objet petit, sûrement pas. Parce que des objets de 100 mètres, on ne les voit que quand ils sont tout près. Donc, boum, on les prend sur la figure tout de suite. Donc, la stratégie, c'est pas ce que vous dites, c'est-à-dire, on se casse. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on fait pour empêcher qu'ils nous impactent. C'est plutôt ça, la stratégie qui est... Alors, il y a la stratégie la plus violente, la plus ultime, et qui n'est pas forcément la meilleure, c'est d'envoyer la bombe atomique. La bombe atomique. Donc on va éviter ça pour des tas de raisons, le lancement qui présente des risques, et puis la bombe atomique, on n'est pas sûr qu'on va bien le pulvériser en totalité, est-ce qu'on ne va pas se payer des débris de 100 mètres qui vont créer 10 000 morts. Alors là, les gens vont se retourner vers la NASA et dire bravo, félicitations, on a quand même 10 000 morts. Donc il va y avoir des procès.
Donc c'est pas la bonne solution. Et la bonne solution, c'est dévier de façon soft, douce. Mais ça demande du temps. Si l'engin arrive dans les mois qui viennent, on peut rien faire. Si on a un an de délai, c'est un peu court pour imaginer une déviation douce. Parce que ça veut dire qu'on va mettre un moteur électrique, propulsion ionique, on va le faire fonctionner pendant 6 mois et on espère qu'il va s'écarter un peu. Voilà, c'est ça la stratégie. C'est pas on quitte la Terre. Ça, c'est pas, on n'en est pas là du tout. Il y a une question au milieu. Ah, monsieur a le micro et il faudra le donner à monsieur au milieu. Alors moi, j'ai 2 questions. Qui est particulièrement astrophysicienne. Vous semblez être un amoureux de Star Trek. Moi aussi. Et ils utilisent ce qu'ils appellent l'hyperespace pour se déplacer. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est vraiment un rêve totalement... c'est une élucubration ou c'est quelque chose fondé sur quelque chose de physique que notre ami Einstein aurait pu peut-être déjà imaginer ou autre. Et après, j'ai une deuxième question qui s'adresse à vous tous, qui est un peu subsidiaire, on va dire. C'est quel est votre sentiment devant le fait que, devant la connaissance humaine grandissant de jour en jour, comment vous expliquez quel est votre sentiment devant la constatation que la société humaine est, pardonnez-moi l'expression, mais devient de plus en plus con. Ça crée un paradoxe. Non, sur la première question, sur l'hyperespace, vous avez vu Gravity ? Interstellar ? Bon, ben voilà. Interstellar, c'est quoi ? C'est le concept de trou de verre qui, par enchantement, se situe au niveau de Saturne, et donc on passe dans le trou de verre, ce qui nous permet d'aller dans l'hyperespace et donc de faire du voyage interstellaire pratiquement instantané. Est-ce qu'ils existent ? La réponse est qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu de trou de verre. Et en plus, on ne sait pas où ils mènent. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, mais on ne sait pas où on va aller. C'est peut-être qu'on ne sortira jamais. Donc, ils ne seront pas près de nous dans Interstellar. Il apparaît au niveau de Saturne. Il n'y a aucune raison qu'un trou de verre apparaisse au niveau de Saturne. Donc ça, c'est purement de la science-fiction. Certains considèrent que le trou de verre, c'est l'inverse du trou noir. C'est-à-dire qu'il y aurait des fontaines blanches aussi. Donc on rentre dans un trou noir et on sortirait par une fontaine blanche. Mais ces fontaines blanches, on ne les a jamais vues et on les verrait. Elles sont blanches, sont lumineuses, on les verrait. Donc tout ça, c'est purement théorique. Et aujourd'hui, il n'y a pas le soupçon d'un espoir de violer Einstein, encore une fois. Pour compléter ta réponse, Francis, effectivement, dans le trou noir, tout ce qui passe à proximité est avalé, même s'il y a, comme l'a dit Stephen Hawking, une évaporation des trous noirs. Et la fontaine blanche, rien ne peut entrer dedans. C'est pour ça qu'elle est blanche. On ne peut pas y entrer. C'est pour ça que c'est les 2 bouts du trou de verre. Il y en a un, ça rentre, et l'autre, ça sort toujours. Mais ce qu'il faut dire, ce n'est pas des pures inventions d'écrivains de science-fiction. Hein. Les modèles mathématiques c'est de l'équation. Les plus avancés qui décrivent notre univers prédisent la possibilité d'existence d'univers parallèles et de ces points de singularité qui passaient. Mais on ne les a jamais observés, donc jamais utilisés. Mais bon, peut-être qu'il y en a quelque part dans notre galaxie ou ailleurs, mais c'est pas demain, la veille, qu'on les utilisera. Mais c'est vrai que c'est sympa de voir que les mathématiques arrivent à prédire des choses qui vont au-delà de ce qu'on arrive à observer, donc on peut rêver, quoi. Voilà, Oui, et puis des théories qui prédisent des choses, on en a des piles entières. Oui. La théorie devient intéressante. Je prendrai l'exemple de Georges Lemaître. Georges Lemaître, il a prédit un jour le Big Bang. En fait, il a modélisé le Big Bang, et dans sa modélisation, il trouvait le rayonnement fossile à 10 degrés Kelvin, je crois. Mais à l'époque, les gens lui ont dit « Oui, c'est intéressant, votre truc. Merci, au suivant. » Et Penzias et Wilton, on trouve le rayonnement fossile. Et là, les gens se sont dit « Ah, mais Lemaître, il avait raison. » Et on a ressorti de la poussière. On a ressorti la théorie de Lemaître, et on s'est dit « Il avait raison. » Voilà, donc il y avait une prédiction. Alors, des théories qui prédisent, il y en a beaucoup. Et maintenant, Einstein était une théorie qui prédise. On a vérifié Einstein. Autant la théorie de relativité restreinte que générale, ça marche très bien. Personne ne conteste la théorie de la relativité. Mais il y a beaucoup de théories nouvelles, extrêmement innovantes, qui font des prédictions. On attend d'avoir le semblant d'une vérification observationnelle. Sinon, sur l'autre question, je pense qu'effectivement, en moyenne, le niveau de connaissance
auquel a accès l'humanité s'accroît, mais c'est parce que tout le monde n'y a pas accès que l'ignorance mène à des attitudes qui sont pas... Les préconisations, la question, c'est ressenti et préconisation. Le ressenti, c'est que on manque de donner, on manque d'importance dans les systèmes d'éducation. Il faut donner accès à tous les humains à l'éducation. Et si tous les jeunes qui naissent aujourd'hui ont tous accès à la même éducation et au savoir, je pense qu'on aurait beaucoup moins de conflits. Moi, j'aimerais juste répondre à ça parce que je trouve ça assez intéressant. Effectivement, ce qu'on vit aujourd'hui paraît assez terrifiant et c'est vrai qu'on vit des choses qui nous choquent dans nos chairs. J'aimerais quand même qu'on relativise un tout petit peu ce qui est en train d'arriver, dans le sens que par rapport à l'éducation, il y a un travail énorme à faire, mais il n'y a jamais eu autant d'humains éduqués sur notre planète, dans un autre sens. On dit qu'il y a beaucoup de morts avec les guerres, mais on est depuis 70 ans la période qui a eu le moins de morts dans les guerres de toute l'histoire de l'humanité connue et étudiée. Paradoxalement, il y a eu une étude extrêmement intéressante qui a été faite par Oshon, un Israélien, qui a été publiée dans le Courrier international il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, qui montre cette notion-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une époque qui nous paraît terrifiante parce qu'on a du mal à avoir du recul, mais dans un autre sens, on est aussi dans une époque où on a une capacité réelle de faire évoluer les choses. Ce qu'il y avait beaucoup moins avant, parce qu'à l'époque des serfs, il était encore moins possible de faire bouger les choses. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous questionnent. Et parce que ces choses nous questionnent, aujourd'hui, on doit encore être plus fort dans nos têtes et ne pas sombrer dans cette facilité de penser qu'aujourd'hui, le monde humain est en train de s'autodétruire tout seul, alors que durant l'histoire de l'humanité, on a vu des tas de périodes où c'est arrivé. L'obscurantisme de l'Église chrétienne à un certain moment de son histoire était quand même terrifiant aussi. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être joyeux et sauter et se dire « Ah, tout va bien, c'est génial ». Non, au contraire. Aujourd'hui, il faut effectivement pousser encore plus. Il faut pousser encore plus l'égalité. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui dans nos sociétés. On doit rechercher l'égalité au-delà de l'éducation, mais l'éducation apporte l'égalité entre tout citoyen, tout être humain, et fondamentalement entre femmes et hommes aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas un pays au monde où cette égalité est réelle, concrètement. Donc on a du travail à faire. Mais, et ça c'est quand même quelque chose qui me déplaît pas, c'est que j'ai eu l'occasion de voyager dans pas mal de pays dans ma vie. J'ai travaillé dans 40 pays différents au contact de personnes partout. Franchement, il y a des cons partout. Mais il y a aussi partout des gens extraordinaires. Et c'est à nous, parce qu'il existe des gens extraordinaires et qu'on se considère un tout petit peu comme une personne pas tout à fait débile, d'aller vers elle et de construire avec. J'aimerais juste peut-être parler un tout petit peu d'énergie dans ce que vient de dire Christian. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, il y a le Club de Rome qui a été créé maintenant, c'est en 1972, et qui simule un petit peu, qui a simulé notre civilisation, et ce qu'on vit aujourd'hui, qui a été passablement bien simulé, ça a été retesté en 2012, donc 40 ans plus tard, et les simulations sont à peu près similaires. Donc là, je vais être un petit peu pessimiste, même que je suis optimiste. Donc la simulation, c'est qu'à un moment donné, on n'aura plus assez de richesses pour la santé publique, pour des questions de santé publique, et également du point de vue des problèmes qu'on aura liés à l'environnement. Donc ce qui se passe, c'est à peu près ça aujourd'hui, mais ce qui nous a permis d'évoluer comme on l'a fait aujourd'hui, c'est l'énergie. Donc en même temps, ce rapport dit que si on utilise les énergies renouvelables, donc chaque jour le soleil nous apporte 1000 trillions de kilowattheures, donc c'est en fait une richesse considérable qui peut permettre à notre civilisation de continuer de vivre dans un principe de paix, mais pour pouvoir avoir ce principe de paix, il faut aussi que les richesses soient correctablement, qu'elles soient réparties de manière correcte et juste. Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez que le Yémen a une grande difficulté. Mais pourquoi ? Parce que depuis 20 ans, il y a de grandes sécheresses au Yémen et les gens n'ont plus à manger. On a retiré à peu près la moitié des espèces vivantes dans les océans. Donc là, il n'y a plus de pêche. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut réfléchir en termes de durabilité. Il faut permettre à ces gens de vivre correctement si on veut éviter les problèmes qu'on a aujourd'hui. Une grande différence qu'on a pour rejoindre cette notion-là, c'est qu'on était quand même qu'1 milliard il n'y a pas si longtemps et qu'on est aujourd'hui 7 milliards et qu'on va vers les 9 milliards. Alors je ne dis pas qu'il faut éliminer les gens, mais c'est vrai que ça demande une réflexion énergétique fondamentalement différente d'alimenter 7 milliards de personnes que d'alimenter 1 milliard de personnes. Et notre besoin
augmente tous les jours. Donc c'est vrai qu'il va falloir trouver ça. D'ailleurs, est-ce que tu as suivi, qu'est-ce que tu penses de cette fameuse station qui vient d'ouvrir au Maroc, solaire, énergétique? Tu as suivi un peu ça, ou est-ce que c'est un vrai potentiel? Oui, j'étais au Maroc, à Ouarzazate, pour voir cette centrale solaire. C'est une grande centrale solaire qui permet de capter l'énergie du soleil. Il y a beaucoup de projets comme ça. C'est 1000 trillions de kilowattheures qu'on reçoit chaque jour du soleil. L'humanité en consomme 130 par année, donc on voit que le potentiel, il est là. Et puis qu'il faut maintenant tout mettre en place. Voilà, c'est l'éolien, c'est l'hydraulique, c'est rechercher d'autres technologies. C'est le solaire. Et puis aussi le recyclage des matières premières qui est important. Et puis peut-être réfléchir quand même à ce problème de croissance, parce qu'on est dans un monde fini et on ne pourra pas continuer à chercher une croissance infinie. Je reviens un petit peu en arrière de ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. On parlait d'éducation et de communication. Je trouve avec grand regret qu'on ne puisse pas mettre au niveau des jeunes gens ce que vous êtes en train de nous présenter pour essayer de les diriger au niveau scientifique, au lieu de leur montrer qu'il y a autre chose au niveau connaissance que ce qu'on peut leur montrer à la télévision avec ces films, avec ces batailles. Et ce serait bien que tous ces éléments-là soient un peu vulgarisés pour qu'ils arrivent à prendre connaissance et qu'ils aillent un petit peu plus loin. Voilà, ce n'est pas vraiment une question, c'est une constatation. Oui. Bonne nouvelle, vous savez que tout ce qui est en train d'être dit passe en ce moment sur TV Azur, en direct. Donc c'est relayé. Déjà, voilà un premier effort. Quelqu'un de vous voulait réagir? Non. Voilà, oui, monsieur. Je vais quitter un peu le domaine des grands espaces et de la poésie pour revenir à hier où l'on a vu le vaisseau spatial de notre astronaute dans lequel l'espace justement est assez confiné. Je ne pense pas qu'on puisse ouvrir souvent les hublots pour faire de l'air, comme on le fait dans notre maison. Il nous a montré les toilettes. Alors ça m'a amené une question un peu triviale. Quid des odeurs? Alors en fait, il y a un courant d'air forcé continu dans tout vaisseau spatial pour le faire passer à un moment ou à un autre dans des cartouches chimiques qui absorbent le gaz carbonique. Sinon, on suffoquerait dans notre propre gaz carbonique. Puisqu'il n'y a pas de convection, le gaz carbonique que l'on rejette reste devant nous. Et associé aux filtres d'absorption du gaz carbonique, il y a des filtres à charbon actif qui absorbent toutes les odeurs. Donc en fait, les odeurs, s'il y en a, on ne les sent pas et on s'y habitue. Et on s'en rend compte seulement à la fin de la mission. C'est toujours après l'atterrissage un astronaute, un collègue, qui est le premier à rentrer. Donc, il est le premier à ouvrir la porte. Parfois, il rentre la tête et... Et puis, parfois, il rentre, il sent rien. Donc, en fait, les seules odeurs, s'il y en a, ça peut être des odeurs de type transpiration quand on s'est beaucoup activé pour réaménager le vaisseau avant la rentrée. Et qu'on a dû changer le système de filtrage de l'air juste parce qu'on a branché nos combinaisons. Mais on ne sent pas les odeurs dans la navette. S'il y en a, elles ne durent pas longtemps. Par contre, dans la station Mir, quand j'y suis allé, il y avait une panne totale du système de régulation thermique et de la régulation de l'humidité. Il y avait 100% d'humidité. Ça sentait la cave à vin, pour ne pas dire le moisi, très fort. Ça donnait mal à la tête à certains de mes collègues. On s'y habitue, mais c'est vrai que j'imaginais ceux qu'on allait laisser derrière nous pendant des mois, quand nous on repartait au bout d'une dizaine de jours, fallait s'y habituer. Mais ils ont fini par réparer leur système, et à la fin, le conditionnement d'air marche bien. Le système de support vie à bord des vaisseaux spatiaux est très bien conçu pour ne pas être gêné par les odeurs qui sont filtrées par le charbon actif, ni par le gaz carbonique. On met la température qu'on veut, l'humidité qu'on veut, et c'est très confortable. C'est beaucoup, beaucoup plus confortable que ce qu'ont connu mes collègues ici, dans le froid. Justement, j'ai entendu Laurence dire du concret. Même question à vous. Qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul dans sa tente dans
Non, en fait, bon, déjà le froid annule pas mal les odeurs. On a beaucoup plus. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a frappé. Autant les couleurs, j'ai vu une palette de couleurs un peu particulière, mais très variée, très belle et beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait imaginer. Au niveau des odeurs, franchement, il n'y a pas grand-chose. Après, sa propre odeur, souvent, c'est quand même lié à un contact avec des bactéries, etc. Donc, en fait, là, c'est quand même un univers qui est totalement stérile et il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien sur la calotte polaire, hein, en fait. Et finalement, non, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a choqué, et je crois pas que ça a choqué les gens quand je suis arrivée à la base. Bon, c'est vrai qu'ils m'ont proposé une douche, mais je pense que ça, c'était plus pour le plaisir. Ils savaient que le plaisir que je pouvais ressentir à être dans de l'eau chaude après un certain temps sans. Mais je crois pas que c'était les odeurs qui étaient un problème. Monsieur au 4e rang, attendez, le micro arrive. Monsieur Rocard, si j'ai bien compris, vous avez évoqué tout à l'heure une sonde qui vous a échappé et qui était mue à l'énergie nucléaire. Qu'en est-il pour l'avenir de cette sonde qui va rester pour l'éternité, je ne sais pas où d'ailleurs? Alors, j'ai parlé de Voyager, les Voyager 1 et 2. Il y a aussi les Pioneer 10 et 11. Donc, toutes ces sondes sont allées dans l'espace lointain, les planètes géantes, et donc sont alimentées par une pile nucléaire qui n'est pas un système propulsif, qui est uniquement un système qui donne l'électricité à bord pour transmettre les données, prendre des photos, etc. Et encore une fois, ces sondes sont dans un mouvement perpétuel. Elles quittent le système solaire parce qu'elles ont la vitesse de libération par rapport au Soleil. Elles ne sont pas en orbite autour du Soleil. Et voilà. Et les calculs... Il y en a une nouvelle d'ailleurs qui s'appelle New Horizon, qui est l'objet le plus rapide de l'humanité dans l'espace. Donc lui, il va encore plus vite que les Voyager. Et donc, ils vont quitter le système solaire. Donc on a symboliquement, à chaque fois, on a mis des plaques pour faire passer un message, si éventuellement des civilisations extraterrestres les rencontraient, pour qu'ils comprennent ce qu'ils trouvent, et notamment pour qu'ils comprennent d'où ça vient. Donc il y a un petit schéma qui montre les étoiles, le schéma du Soleil et des étoiles environnantes, et on leur explique que voilà, on vient du Soleil, et que sur le Soleil il y a plusieurs planètes, et il y a une petite planète un peu plus bleue qui est la nôtre, et voilà. Donc on fait passer ce type de message. Et ça, c'est un micro qui tombe. Voilà. Donc, mais il va rien se passer pendant 40 000 ans. Et on sait que, en plus, ça suppose que la sonde va vers l'étoile en question. En fait, elle n'y va pas. Donc, la réalité, c'est que je ne sais pas si elle va croiser une étoile avant 100 ou 200 000 ans. La sonde sera évidemment complètement morte et éteinte. Mais voilà, on envoie des bouées dans l'espace, comme des bouteilles. Avec sur le très long terme l'idée que peut-être elles seront retrouvées par d'autres. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Ici, j'en aurais une troisième. Monsieur. En fait. Vous semblez tous... Encore l'hyperespace? Non, vous semblez... je pense que vous êtes tous concernés par un événement majeur qui va se passer chez nous dans quelques jours. Non pas les élections, mais la COP21. Et à quel niveau vous êtes impliqué, si vous êtes impliqué, et quel est votre degré d'implication, si vous avez une action quelconque dans ce chose-là, et éventuellement, qu'est-ce que vous en attendez, quoi. Raphaël. Alors, nous, effectivement, on est présent à la COP21 avec la Fondation et avec Solar Stratos, donc on est au Grand Palais, ce que je vous invite d'ailleurs à venir. La France a eu une idée assez géniale de faire Solution 21, donc c'est dans le Grand Palais, ce sera ouvert au public, avec des entreprises qui présentent des solutions, justement, pour protéger le climat, ces nouvelles technologies. Et on sera également présent au Bourget, dans un camion EcoTruck, un projet franco-suisse lancé par Michel Chevalet, que je pense que vous connaissez tous. Et là, on sera présent avec le simulateur de planète solaire, et on va faire des conférences, et on va essayer de faire du lobby pour que nos chefs d'État arrivent à se mettre d'accord. Il y a quand même des bons signes, en tout cas du côté de la Suisse, nos chefs d'État suisses
ont booké jusqu'au 14 décembre, donc ont prévu 4 jours de plus, parce qu'ils pensent déjà que ça va être difficile d'obtenir un accord le 10 décembre. Mais tout le monde semble se mettre d'accord qu'il faut absolument avoir un accord, si possible contraignant, ce qui est quand même c'est maintenant. Il faut croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de problèmes supplémentaires ou d'attentats qui pourraient vraiment mettre en danger cette conférence. Mais je pense qu'on a de bonnes chances. Aujourd'hui, les changements climatiques sont quand même clairement visibles. Il y a une prise de conscience entre aujourd'hui et 10 ans en arrière qui est quand même très importante. Et moi, je suis assez optimiste pour que cette année ou peut-être l'année prochaine, on puisse avoir un accord qui soit contraignant. Et c'est ça qui est très important. Jean-François Clairvoy. Oui, dans le cas des astronautes, l'Agence spatiale européenne aussi nous demande de participer comme témoin à différents événements satellites autour de la COP21. Bon, certains ont été annulés depuis les attentats, mais par exemple, très récemment, j'ai participé aux 24 heures de méditation pour la Terre et à l'appel de Nicolas Hulot. On parle beaucoup de ce qu'on appelle l'overview effect, le ressenti vécu lorsqu'on voit la Terre depuis l'espace comme un vaisseau spatial unique, isolé, fermé, et qui nous émeut par la beauté, parce que ça abrite la vie. S'il n'y avait pas la vie, ce serait magnificent desolation, comme disait Buzz Aldrin, de la Lune, ou qu'on pourrait dire de Mars. Donc on est impliqué par des messages de témoignage. Laurence. Moi, je crois beaucoup dans les initiatives individuelles et organisées comme ce dont ils viennent de parler. Par contre, j'ai beaucoup de mal à croire que, d'un point de vue purement politique, il y a réellement des choses qui vont en sortir. J'ai un certain scepticisme par rapport à ça. Francis Rocard, est-ce que le CNES émet quelque chose de particulier lors de la COP21 ? Ah oui, le CNES est très impliqué dans la COP21, notamment, je crois que Guermont-Parnasse, il y a eu des interventions de diverses personnes, sensibiliser le public aux problèmes du climat. Donc je sais que nous communiquons beaucoup sur les aspects. On a en ce moment une belle terre affichée sur la façade du CNES depuis plusieurs mois. Et donc, c'est en lien avec la COP21, oui. Alors, quant au scepticisme, oui, moi, je ne suis pas forcément extrêmement optimiste, mais je crois que petit à petit, tant qu'il n'y a pas des effets réellement contraignants sur les effets du climat, je veux dire par là, Katrina, par exemple. Pour moi, le Katrina, qui est cet ouragan qui a dévasté la Louisiane, je me suis dit, là, je pense que les Américains vont réfléchir. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes impacté vous-même, y compris New York d'ailleurs a été inondé, là, il y a une prise de conscience qui vaut tous les discours, en disant, là, ça commence à devenir réel et il faut s'en soucier. Et je pense malheureusement que c'est plus ça qui fait bouger l'opinion publique. C'est surtout l'opinion publique qui bouge et qui pousse les politiques à bouger, parce que les politiques, surtout aux États-Unis, vous savez qu'au Congrès américain, il faut quand même le savoir, les congressmen sont presque tous des climato-sceptiques. Il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que dès qu'on commence à dire que le climat, ça impacte leur business. Leur business, c'est le pétrole, pour beaucoup. Donc, ils ne veulent pas le savoir. Et donc, ils jouent la carte du climato-sceptisme. Oui, mais il y a un doute. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que la théorie du doute, comme pour le tabac, c'est exactement le même lobbying. On essaye de montrer qu'il n'y a pas unanimité, et c'est la démarche des climato-sceptiques. On en a en France. Je crois même que l'Académie des sciences, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai été très inquiet de voir que pour la première fois de son histoire, l'Académie des sciences allait émettre 2 avis. D'ailleurs, depuis, il ne se passe rien. La COP21, ça vient de commencer et je n'ai rien vu sortir de l'Académie des sciences. Pourquoi ? Parce qu'il y a Vincent Courtillot, on peut le citer. C'est lui, le monsieur climato-sceptique de l'Académie des sciences. Il ne se cache pas, il le dit, il dit que c'est un effet solaire. Alors que les scientifiques spécialistes du soleil disent non, malheureusement, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que c'est le soleil qui crée le problème. Mais ça crée un doute. Et moi, j'ai souvenir de France 2, c'était Pujala qui disait « Oui, alors il y a des gens qui nous disent que ça se réchauffe, mais M. Courtillot nous dit le contraire. » Et alors voilà, donc on avait exactement le syndrome, le pour et le contre, et à vous de vous faire votre opinion. C'est un désastre. Ça veut dire qu'ils ont gagné quand on arrive à ce genre de situation. J'aimerais peut-être juste rebondir.
pour suivre quand même cette actualité, dans les 5 dernières années, le nombre de climato-sceptiques, par exemple, d'articles sur les climato-sceptiques a été divisé par 10 en 5 ans. Donc je pense quand même qu'ils sont de plus en plus seuls. Et il y a même maintenant des pays qui lèvent l'hypothèse qu'un jour on pourra poursuivre les climato-sceptiques s'ils l'ont fait dans un but financier, en pleine connaissance de cause. Ça pourrait être un crime contre l'humanité. C'est en train de changer, et ça va changer très vite à mon avis. Ils vont être dans une position quasiment intenable. D'ici 2020, ce sera, à mon avis, les climato-sceptiques seront plus que quelques huluberlus fous. Encore des questions au fond de la salle. Une question très rapide que je pose avec beaucoup de précaution. Pourquoi ne pas réguler la population mondiale? On est reparti pour toute une journée de débat. Vous savez quand même que la Chine vient de décider l'arrêt de la politique de l'enfant unique. Oui, tout à fait. Mais enfin, parce je pense que maintenant, ça s'est avéré désastreux en Chine. Donc ça ne va pas dans ce sens. Personnellement, je trouve qu'il y a certainement des possibilités. Je ne suis pas du tout une experte, mais parce que, en fin de compte, ça n'empêcherait pas l'exploration, ça n'empêcherait pas les recherches. On vous entend très très mal, madame. Je dis que je ne suis pas du tout une experte, mais cette régulation d'une population, comment dirais-je, mondiale, n'empêcherait pas les explorations, n'empêcherait pas les recherches. Ce serait aussi intéressant et tout le monde serait heureux. Alors, je crois qu'on va pas débattre là-dessus parce que c'est quand même un sujet qui est compliqué, mais juste une information qui me paraît fondamentale, c'est que l'éducation réduit de 70% la natalité. Donc, plus les personnes sont éduquées, et notamment plus les femmes sont éduquées, plus la natalité se réduit. Donc, s'il y a une chose aujourd'hui à faire, c'est en tout cas pas de mettre des interdictions sur les naissances ou de vouloir éliminer, je ne sais comment, des naissances, parce que ça, c'est évidemment juste inimaginable. Par contre, on peut faire un effort pour continuer effectivement de l'éducation. Alors, c'est pas à nous d'aller éduquer dans les autres pays. Chaque pays doit travailler là-dessus. Cependant, il y a, et je trouve ça vraiment intéressant, cette notion de consensus qui devient de plus en plus mondial, qui questionne de plus en plus notre système global. Alors, on voit qu'il y a des grosses difficultés, mais si on regarde bien l'ensemble de pays qui évoluent aujourd'hui, il y a des vrais pays qui évoluent. La notion climatique est en train de prendre un pas fondamental, et moi je trouve ça très intéressant ce qui vient d'être dit sur cette notion qu'on pourra peut-être un jour questionner judiciairement ces climato-sceptiques. Ça va dans la même veine, c'est-à-dire que plus la prise de conscience est mondiale sur des phénomènes de ce type-là, plus cette notion de compréhension internationale se fait. Internet a des défauts. Je crois que vous avez eu un gros débat sur Internet au mystère, mais a aussi un avantage, c'est que ça permet... Moi, j'étais en Iran, j'ai beaucoup travaillé en Iran ces dernières années. On parle beaucoup des Iraniens, on ne parle pas beaucoup d'autres pays dont on devrait pourtant parler. Les Iraniens, chez eux, ils ont Internet. Ils savent très bien faire des proxys pour aller chercher des sites qui sont prétendument interdits. Ils sont très, très au fait de ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Et eux-mêmes, ils ont une politique qui n'est pas gouvernementale, mais qui est personnelle des gens de faire attention à la natalité, par exemple. Et ça vient du citoyen, ça ne vient pas d'un ordre politique. Donc, il faut continuer de permettre aux gens d'accéder à la connaissance. Et ça résoudra déjà un certain nombre de choses. Avant de clore cet après-midi, une phrase pour finir. Si vous faites une exploration dans quelques semaines, quelques mois, rappelez-nous, redites-nous ce que ça va être. Raphaël, vous, c'est Solar... je n'y arrive pas. Solar Stratos, c'est bien ça? Donc, notre prochaine exploration, c'est Solar Stratos. On est en train de construire un avion pour aller à la frontière de l'espace, pour voir les étoiles en plein jour et la courbure de la Terre. Donc, dans quelques mois. Un peu plus quand même que quelques mois. C'est un biplace. Prochaine exploration, Laurence? Il n'y a pas de prochaine exploration. Christian? Moi, on vient de me proposer une place dans la future station internationale, donc j'ai dit oui, quoi. Non, moi, je vais monter. Je commence une grosse mission l'année prochaine qui va durer 2 ans et des poussières sur justement mieux questionner la capacité du cerveau à s'adapter au changement et à l'adaptabilité, parce qu'on doit aujourd'hui réduire, créer de l'énergie différemment, mais avant qu'on soit capable de réellement le faire complètement, on va devoir se réadapter un petit peu à notre monde tel qu'il est, puis l'accepter tel qu'il est en train de se modifier aussi. Et donc, il va falloir le faire dans notre tête d'abord. Et pour ça, il faut comprendre notre tête, et c'est ce qu'on va essayer de faire un peu mieux ces prochaines années.
tout ça sur le terrain, évidemment. Jean-François? Dans 10 jours, je revole sur l'Airbus 0G pour réaliser des expériences pédagogiques pour la Cité de l'Espace, pour une exposition qui est adressée aux jeunes. Donc, par exemple, lâcher une pomme sur Terre, on la voit tomber, lâcher une pomme dans l'avion et on voit qu'elle reste là. Et plusieurs expériences comme ça, une petite dizaine d'expériences. Enfiler son pantalon, les 2 jambes à la fois. Il n'y a qu'en apesanteur qu'on peut le faire. Francis? Donc, dans l'exploration des planètes, il y a un Graal chez nous qui est ramener des cailloux de Mars. Et ça fait 20 ans qu'on le souhaite. Ça ne s'est toujours pas fait et je crois que ça va se faire dans les 10-15 ans qui viennent. Bon, rendez-vous dans 15 ans.